Monsieur le Président du Conseil provincial de Hamna, Messieurs les députés parlementaires, Monsieur le Président de la Chambre régionale du commerce, de l'industrie et des services Marrakech-Safi, Monsieur le vice-président de la Chambre régionale de l'agriculture Marrakech-Safi, Monsieur le Président de l'Université Khadiriyya, Monsieur le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Marrakech, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil régional de Marrakech-Safi, Messieurs les représentants d'autorités locales, Messieurs les présidents des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des services extérieurs, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique et des opérateurs économiques et du secteur agro-industriel, Mesdames et Messieurs les représentants de l'université, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et médias. Donc je suis très heureux de démarrer les travaux de cette journée, très importante, de par son thème. Je crois que ce serait la première fois qu'on va discuter d'une thématique très importante, donc, qui est le cluster agro-industriel au Maroc. On a voulu inviter, grâce au concours de l'Université Khadiriyya, que nous remercions énormément, un parterre d'experts internationaux, que ce soit de France, d'Algérie, de Tunisie, pour échanger sur leur expérience et pour discuter un peu la pertinence et l'importance de cet écosystème agro-industriel. Donc laissez-moi vous dire tout d'abord que la ville de Ben Guerir est une ville qui se veut une ville d'innovation et de savoir. Elle abrite l'université qui est l'université polytechnique Mohamed VI, qui a vraiment propulsé la région et la province d'Al-Hamna vers le rang des provinces des hubs du savoir et de l'innovation. Au-delà de ça, on a un opérateur de taille ici à Ben Guerir et à Hamna qui est l'Office chérifien des phosphates, qui est plus qu'une entreprise publique, mais également un opérateur de recherche-développement dans tout ce qui est agroalimentaire et les métiers de l'industrie. Donc, la ville de Ben Guerir aussi se veut une plateforme d'agro-industrie et l'agropole de Ben Guerir est en cours. Nous remercions énormément en APAR, qui est une société de l'État qui a cru dans le potentiel de Ben Guerir. Donc cet agropole est en cours de construction sur 67 hectares et va dynamiser énormément l'activité agro-industrielle de Al-Hamna. Alors pourquoi Al-Hamna? Parce que Al-Hamna, d'abord, comme je dis, c'est une terre d'innovation de savoir, mais également son arrière-pays recèle un potentiel humain, un potentiel immatériel très important, mais également des ressources naturelles très importantes. On s'est inscrit, la province d'Al-Hamna dispose d'un climat semi-aride à aride, avec des précipitations qui sont en-dessous de 200 mm. Mais à côté de cela, vu les contraintes de manque de ressources en eau, la ville et la région de Hamna s'est inscrite dans un projet de développement de cultures alternatives très importantes et très valorisantes. J'en cite le cactus, j'en cite les plantes aromatiques et médicinales, et on s'est inscrit davantage dans des cultures très valorisantes comme l'arganier, le cafrier, et j'en passe. C'est grâce au concours du plan Maroc vert, initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et par les différents efforts que déploie le ministère de l'Agriculture. Donc on a pu réaliser pas mal de projets très importants. On a inscrit aussi une panoplie de projets en cette année 2019 pour valoriser le potentiel agricole et humain de la province d'Al-Hamna. Mais également, donc à côté des cultures alternatives qu'on va produire, et je vous dis que Al-Hamna commence
industriel et de son environnement. Donc, on est ici. Un agropole industriel ou une zone industrielle a besoin énormément de savoir, de recherche et développement, de formation professionnelle, mais également des plateformes de valorisation, d'innovation et de commercialisation. C'est pour cela que nous avons voulu réunir un parterre d'experts, d'institutions et d'acteurs politiques et locaux pour discuter de ces thématiques et voir quelles sont les conditions idoines et indispensables pour la réussite d'un agropole. On va échanger sur ces thématiques. Je remercie énormément les experts qui sont venus de très loin pour nous exposer leur expérience. Je suis sûr que cette journée sera fructueuse et on attend beaucoup les recommandations qui vont s'en sortir. Mais également, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le lancement d'un débat qui va continuer. Également d'un plan marketing de la région qui va continuer, qui va s'accélérer. Et nous sommes très intéressés par des liens de partenariat et d'échange avec nos collègues qui ont des expériences dans ce domaine. Voilà donc comme introduction à cette journée. Je souhaite encore une fois la bienvenue à tous nos invités. Je remercie particulièrement l'université avec laquelle on a un partenariat portant un fructueux et durable, d'avoir invité ce panel d'experts. Et donc je souhaite à cette journée pleine de succès. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je passerai la parole à Monsieur le Président de l'Université, donc premier partenaire de cette journée. Merci, Monsieur le Gouverneur. Messieurs les présidents, messieurs les vice-présidents, messieurs les élus, chers collègues, chers étudiants, c'est d'abord pour moi un grand plaisir que de participer à l'ouverture de ce forum, qui est le 8e. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute l'équipe qui a veillé à ce que ce colloque continue à se reproduire de manière assez régulière. Et je profite de l'occasion de remercier Sylvain Fay et son équipe et nos collègues des différents pays qui sont présents, et particulièrement les collègues de Montpellier, avec qui nous avons une relation qui maintenant a pris une forme, c'est-à-dire sur plusieurs aspects, pas que sur celui-là, beaucoup plus d'aspects scientifiques au niveau des deux universités. Et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous les collègues qui sont venus de France, d'Algérie, de Tunisie et d'autres pays. Et je vous remercie, Monsieur le Gouverneur, d'avoir accepté d'accueillir cette manifestation, d'abord parce qu'elle est essentielle pour le développement de notre région, également dans notre pays, lorsqu'on connaît l'importance de l'agriculture, de l'agroalimentaire en général. Et notre université est connue pour être une université leader dans ce domaine au niveau du Maroc, et qu'elle travaille en étroite collaboration, que ce soit avec l'INRA, l'INRIA, l'IAV. En tout cas, on a des relations continues, et avec aussi beaucoup de pays étrangers, particulièrement tout ce qui est projet H20 avec l'Europe. C'est d'abord à travers ce genre de manifestation que vous pourrez éventuellement construire un écosystème durable et qui prépare les générations futures, et particulièrement les jeunes de demain et l'économie que j'appellerai aujourd'hui communément l'économie 4.0. Et je pense que des colloques et des manifestations de ce genre nous permettent d'aiguiser en quelque sorte un peu nos outils, qu'ils soient sur le plan recherche ou sur le plan formation. Au niveau de l'université parisienne, nous avons deux formations qui sont majeures dans ce domaine. Bien sûr, il y a encore d'autres formations connexes, mais particulièrement une que je citerai, qui est à la faculté des sciences et techniques, et qui travaille vraiment sur l'industrie de la sécurité des aliments. Elle est très connue sur le plan national. Mais derrière cette formation, il y a bien sûr d'autres formations dans le domaine du droit, de l'économie, de la gestion, et qui permettent de compléter en quelque sorte
le système de formation et de recherche. Mais il y a également, derrière tout ça, une assise sur le plan recherche. Et nous avons des collègues, des scientifiques de très haut niveau qui travaillent sur tous ces domaines de biologie ou d'agroalimentaire. Notre préoccupation aujourd'hui, je pense que c'est la vôtre également, c'est aussi celle des élus, c'est comment préparer l'université de demain, comment préparer l'économie de demain. Et donc, bien sûr, avec tout ce qui est en train de changer, on est en train de parler de pratiquement 65% des emplois qui vont disparaître d'ici 2030, qui vont disparaître, le mot est peut-être trop fort, mais qui vont changer de forme, et que l'agriculture est aussi un secteur très visé. Et lorsqu'on regarde aussi la bibliographie et tout ce qui se passe sur le plan mondial, nous constatons qu'aujourd'hui l'agriculture se fait de manière encore beaucoup plus, je dirais, moderne et technologique, avec les objets connectés, avec bien sûr tout ce qui est intelligence artificielle qui permettent aujourd'hui de définir un autre mode de fonctionnement. Et les opérateurs sont interpellés pour éventuellement faire face à tous ces enjeux, plutôt les anticiper. C'est ça notre rôle en tant qu'opérateur de formation et de recherche, c'est de pouvoir aider les opérateurs à revoir leur façon de faire et particulièrement à introduire des domaines comme l'intelligence artificielle. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, si je prends juste le cas de la Chine, on voit que c'est une évolution qui est extraordinaire et qu'il ne faut surtout pas rater pour un pays comme le nôtre, qui reste quand même un pays agricole, qu'on le veuille ou non, même si l'industrie a pris place dans un certain nombre de secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique. En tout cas, l'agriculture et l'agroalimentaire devient vraiment un enjeu de sécurité nationale, pas simplement de sécurité alimentaire, mais aussi de sécurité nationale. Donc, nous travaillons dans le cadre d'un certain nombre de fédérations. Comme vous le savez, il y a un cluster aujourd'hui qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs années. Et dedans, il y a bien évidemment tous les outils, tous les objets de luxe, mais il y a l'agroalimentaire qui est dedans. Nous avons mis une cité d'innovation qui va bientôt ouvrir ses portes de 10 000 m². Et dedans, bien sûr, nous souhaitons... Monsieur le Président du Conseil provincial de Hamna, Messieurs les députés parlementaires, Monsieur le Président de la Chambre régionale du commerce, de l'industrie et des services Marrakech-Safi, Monsieur le vice-président de la Chambre régionale de l'agriculture Marrakech-Safi, Monsieur le Président de l'Université Qadiriyya, Monsieur le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Marrakech, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil régional de Marrakech-Safi, Messieurs les représentants d'autorités locales, Messieurs les présidents des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des services extérieurs, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique et des opérateurs économiques et du secteur agro-industriel, Mesdames et Messieurs les représentants de l'université, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et médias. Donc je suis très heureux de démarrer les travaux de cette journée, très importante, de par son thème. Je crois que ce serait la première fois qu'on va discuter d'une thématique très importante, donc, qui est le cluster agro-industriel au Maroc. On a voulu inviter, grâce au concours de l'Université Qadiriyya, que nous remercions énormément, un parterre d'experts internationaux, que ce soit de France, d'Algérie, de Tunisie, pour échanger sur leur expérience et pour discuter un peu la pertinence et l'importance de cet écosystème agro-industriel. Donc laissez-moi vous dire tout d'abord que la ville de Ngrir est une ville qui se veut une ville d'innovation et de savoir. Elle abrite l'université polytechnique, qui est l'université polytechnique Mohamed VI, qui a vraiment propulsé la région et la province d'Amana
au-delà de ça, on a un opérateur de taille ici à Ben Guerir et à Hamna qui est l'Office chérifien des phosphates, qui est plus d'une entreprise, beaucoup plus qu'une entreprise publique, mais également un opérateur de recherche-développement dans tout ce qui est agroalimentaire et les métiers de l'industrie. Donc, la ville de Ben Guerir aussi se veut une plateforme d'agro-industrie et l'agropole de Ben Guerir est en cours. Nous remercions énormément en appart, qui est une société de l'État qui a cru en le potentiel de Ben Guerir. Donc cet agropole est en cours de construction sur 67 hectares et va dynamiser énormément l'activité agro-industrielle de Al-Hamna. Alors pourquoi Al-Hamna? Parce que Al-Hamna, d'abord, comme j'ai dit, c'est une terre d'innovation de savoir, mais également son arrière-pays recèle un potentiel humain, un potentiel immatériel très important, mais également des ressources naturelles très très importantes. On s'est inscrit, la province d'Al-Hamna dispose d'un climat semi-aride à aride, avec des précipitations qui sont en dessous de 200 mm. Mais à côté de cela, vu les contraintes de manque de ressources en eau, la ville et la région de Hamna s'est inscrite dans un projet de développement de cultures alternatives très très importante et très valorisante. J'en cite le cactus, j'en cite les plantes aromatiques et médicinales, et on s'est inscrit davantage dans des cultures très très valorisantes comme l'arganier, le tertrier, et j'en passe. C'est grâce au concours du plan Maroc Vert, initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et par les différents efforts que déploie le ministère de l'Agriculture. Donc on a pu réaliser pas mal de projets très très importants. On a inscrit aussi une panoplie de projets en cette année 2019 pour valoriser le potentiel agricole et humain de la province d'Al-Hamna. Mais également, donc à côté des cultures alternatives qu'on va produire, je vous dis que Al-Hamna commence à drainer beaucoup d'investissements dans ce côté. On a beaucoup d'investisseurs qui viennent s'installer pour développer le plantes aromatiques, la gagner, la terre. Mais à côté de tout cela, il va falloir qu'on travaille sur un écosystème qui puisse réunir toutes les conditions pour réussir cette ambition. Parce que, comme je disais tout à l'heure à mes collègues, ça ne sert à rien de faire un agropole industriel qui est déconnecté de la réalité industrielle et de son environnement. Donc, on est ici. Un agropole industriel ou une zone industrielle a besoin énormément de savoir, de recherche et développement, de formation professionnelle, mais également des plateformes de valorisation, d'innovation et de commercialisation. C'est pour cela que nous avons voulu réunir un parterre d'experts, d'institutions et d'acteurs politiques pour discuter de ces thématiques et voir quelles sont les conditions idoines et indispensables pour la réussite d'un agropole. On va échanger sur ces thématiques. Je remercie énormément les experts qui sont venus de très loin pour nous exposer leur expérience. Je suis sûr que cette journée sera fructueuse et on attend beaucoup les recommandations qui vont s'en sortir. Mais également, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le lancement d'un débat qui va continuer. Également d'un plan marketing de la région qui va continuer, qui va s'accélérer. Et nous sommes très très intéressés par des liens de partenariat et d'échange avec nos collègues qui ont des expériences dans ce domaine. Voilà donc comme introduction à cette journée. Je souhaite encore une fois la bienvenue à tous nos invités. Je remercie particulièrement l'université avec laquelle on a un partenariat fructueux et durable, d'avoir invité ce panel d'experts. Et donc je souhaite à cette journée pleine de succès. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
premier partenaire de cette journée. Merci, Monsieur le Gouverneur. Messieurs les présidents, messieurs les vice-présidents, messieurs les élus, chers collègues, chers étudiants, c'est d'abord pour moi un grand plaisir que de participer à l'ouverture de ce forum, qui est le 8e. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute l'équipe qui a veillé à ce que ce colloque continue à se reproduire de manière assez régulière. Et je profite de l'occasion de remercier Sylvain Fay et son équipe et nos collègues des différents pays qui sont présents, et particulièrement les collègues de Montpellier, avec qui nous avons une relation qui maintenant a pris une forme, c'est-à-dire sur plusieurs aspects, pas que sur celui-là, beaucoup plus d'aspects scientifiques au niveau des deux universités. Et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous les collègues qui sont venus de France, d'Algérie, de Tunisie et d'autres pays. Et je vous remercie, Monsieur le Gouverneur, d'avoir accepté d'accueillir cette manifestation. D'abord parce qu'elle est essentielle pour le développement de notre région, également dans notre pays. Lorsqu'on connaît l'importance de l'agriculture, de l'agroalimentaire en général, et notre université est connue pour être une université leader dans ce domaine au niveau du Maroc, et qu'elle travaille en étroite collaboration, que ce soit avec l'INRA, l'INRIA, l'IAV. En tout cas, on a des relations continues, et avec aussi beaucoup de pays étrangers, particulièrement tout ce qui est projet H2020 avec l'Europe. C'est d'abord à travers ce genre de manifestation que vous pourrez éventuellement construire un écosystème durable et qui prépare les générations futures, et particulièrement les jeunes de demain et l'économie que j'appellerai aujourd'hui communément l'économie 4.0. Et je pense que des colloques et des manifestations de ce genre nous permettent d'aiguiser en quelque sorte un peu nos outils, qu'ils soient sur le plan recherche ou sur le plan formation. Au niveau de l'Université Radéal, nous avons deux formations qui sont majeures dans ce domaine. Bien sûr, il y a encore d'autres formations connexes, mais particulièrement une que je citerai, qui est à la Faculté des sciences et techniques, et qui travaille vraiment sur l'industrie de la sécurité des aliments, qui est très connue sur le plan national. Mais derrière cette formation, il y a bien sûr d'autres formations dans le domaine du droit, de l'économie, de la gestion, et qui permettent de compléter en quelque sorte le système de formation et de recherche. Mais il y a également derrière tout ça une assise sur le plan recherche. Et nous avons des collègues, des scientifiques de très haut niveau qui travaillent sur tous ces domaines de biologie ou d'agroalimentaire. Alors, notre préoccupation aujourd'hui, et je pense que c'est la vôtre également, c'est aussi celle des élus, c'est comment préparer l'université de demain, comment préparer l'économie de demain. Et donc, bien sûr, avec tout ce qui est en train de changer, on est en train de parler de pratiquement 65% des emplois qui vont disparaître d'ici 2030, qui vont disparaître, le mot est peut-être trop fort, mais qui vont changer de forme, et que l'agriculture est aussi un secteur très visé. Et lorsqu'on regarde aussi la bibliographie et tout ce qui se passe sur le plan mondial, nous constatons qu'aujourd'hui l'agriculture se fait de manière encore beaucoup plus, je dirais, moderne et technologique, avec les objets connectés, avec bien sûr tout ce qui est intelligence artificielle, qui permettent aujourd'hui de définir un autre mode de fonctionnement, et les opérateurs sont interpellés pour éventuellement faire face à tous ces enjeux et plutôt les anticiper. C'est ça notre rôle en tant qu'opérateur de formation et de recherche, c'est de pouvoir aider les opérateurs à revoir leur façon de faire, et particulièrement à introduire des domaines comme l'intelligence artificielle. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, si je prends juste le cas de la Chine, on voit que c'est une évolution qui est extraordinaire,
et qu'il ne faut surtout pas rater pour un pays comme le nôtre, qui reste quand même un pays agricole, qu'on le veuille ou non, même si l'industrie a pris place dans un certain nombre de secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique. En tout cas, l'agriculture et l'agroalimentaire devient vraiment un enjeu de sécurité nationale, pas simplement de sécurité alimentaire, mais aussi de sécurité nationale. Donc, nous travaillons dans le cadre d'un certain nombre de fédérations. Comme vous le savez, il y a un cluster aujourd'hui qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs années. Et dedans, il y a bien évidemment tous les outils, tous les objets de luxe, mais il y a l'agroalimentaire qui est dedans. Nous avons mis une cité d'innovation qui va bientôt ouvrir ses portes de 10 000 m². Et dedans, bien sûr, nous souhaitons... inscrire ça et de remonter quand même comme il ne doit pas oublier Al-Hana. Merci beaucoup. Monsieur le Président, excusez-moi de vous presser parce qu'on a débordé un peu sur le temps. Je sais que vous êtes très passionné par cette question. Tous nos collègues qui restent à l'âge, je leur demanderai de cours pour donner l'occasion à nos experts, etc., parce que nous sommes venus les écouter beaucoup plus que parler. Donc, je passerai la parole à M. Mouhib, vice-président du Conseil de la Région, pour s'exprimer sur ce sujet. Merci, monsieur le gouverneur, madame et messieurs. J'ai l'honneur de participer au nom, bien sûr, de ce Conseil régional, travaux de journée d'études axées sur un thème qui est d'une grande importance pour nous tous sur le développement des filières et pour l'agroalimentaire. En bref, je m'adresse à mes amis, les professeurs experts de l'extérieur du Maroc. Comme vous le savez, le royaume a engagé des réformes fondamentales, notamment la constitutionnalisation de la régionalisation avancée visant à favoriser, bien sûr, le positionnement des collectivités territoriales et à leur tête des régions partenaires majeurs de l'État, de la société civile, du secteur privé, dans le développement d'une manière générale. À cet effet, conformément aux dispositions du plan de développement régional de la région Marrakech-Saki, notre région souhaite s'affirmer en qualité de hub de l'économie du savoir à fort rayonnement national, international, notamment africain, sur la base, bien sûr, vous l'avez dit, monsieur le président de l'université, sur la base des bassins de formation de compétences fortes telles que votre université, l'université Qatariyya et l'université Mohamed VI Polytechnique, bien sûr, et sur la base également développement des filières de production par excellence, notamment le secteur de l'agro-industriel, agroalimentaire, et évidemment le développement, bien sûr, de clusters. Monsieur le gouverneur, madame et messieurs, je pense qu'aujourd'hui, les discussions seront aux alentours d'un modèle. C'est le cluster, c'est l'aéroport de la ville de Benguir. Et bien sûr, nous, notre qualité de conseil régional, ne peut qu'agir positivement avec les recommandations qui vont émanant des travaux de cette journée d'études, parce que nous considérons que s'il s'agit là de modèle, nous ne pourrons qu'à vous accompagner. La région ne peut que vous accompagner en vue de tirer bien sûr leçon pour les autres projets figurant dans notre plan de développement régional. Je vous remercie et bonne continuation. Merci, je passerai la parole à monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marrakech. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, monsieur le président, monsieur le vice-président, honorable assistance, honorable partenaire maghrébine, mesdames et messieurs. Il m'est particulièrement très agréable de participer avec vos côtés aux travaux du 8e Forum franco-maghrébin initié par l'École nationale de commerce et de gestion de Marrakech en partenariat avec la province d'Al-Hana et les partenaires
du réseau agropole, technopole et cluster agroalimentaire dans les pays du Maghreb, autour d'une thématique novatrice et qui représente certes un intérêt particulier pour le développement économique et social dans notre région, en l'occurrence le développement des filières agroalimentaires de construction des agropoles sur le territoire. Je voudrais exprimer à M. le gouverneur de Sa Majesté le Roi sur la province de Hanna toute ma considération et l'estime pour la dynamique qu'il a su particulièrement insuffler dans cette province à toute échelle. Comme je considère sa présence effective parmi nous comme un message très fort de son soutien à tout projet visant la promotion et le développement de ce territoire. Je ne laisse pas l'occasion m'échapper sans saluer vivement cette solide coopération qui lie notre institution à l'Université Qadiriyat ainsi qu'avec l'École nationale de commerce et de gestion de Marrakech. Je souhaite davantage le développement de ces relations pour répondre au mieux aux attentes de nos opérateurs économiques. Je me permets aussi de souhaiter la bienvenue aux partenaires du réseau agropole, technopole et cluster agroalimentaire dans les pays du Maghreb, ainsi qu'un très agréable séjour parmi eux. Monsieur le gouverneur de Sa Majesté, sur la province de Hanna, honorable assistance, le thème retenu pour cette 8e édition m'interpelle pour au moins 3 considérations primordiales. Premièrement, ce forum fut un espace de débat et de concertation sur l'opportunité de mise en place de dispositions technopolitaines dans les pays méditerranéens. Deuxièmement, cet événement constitue l'aboutissement d'un benchmark en matière de pôle dans les 3 pays méditerranéens, en particulier la Tunisie. Enfin, cette rencontre permettra de mieux cerner les spécificités des technopoles dans les pays méditerranéens et leur engagement dans le développement des connaissances et la promotion des savoirs. Monsieur le gouverneur, honorable assistance, au regard attribution assignée à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Marrakech-Safi, celle-ci parraine 3 pôles économiques intertractifs permettant, il s'agit en fait des secteurs du commerce, de l'industrie et de services. Concernant le secteur industriel, celui joue un rôle très capital dans le développement économique et social, donc au niveau national, au niveau régional. Il occupe la 2e position dans l'économie de la région de par son importance. Il concerne essentiellement les industries de transformation, notamment les industries agroalimentaires. Je saisis cette occasion pour vous faire part de quelques données chiffrées sur le pôle agroalimentaire dans notre région. En effet, on compte 246 établissements représentant une valeur relative de 37% au niveau régional et de 11,8% au niveau national. S'agissant de la production industrielle, celle-ci atteint le montant en milliers de dirhams, soit 6 179 084, représentant ainsi une part relative de 27% de la production totale de notre région et de 5,76 au niveau national. Concernant le chiffre d'affaires, celui-ci a atteint en milliers de dirhams, soit 6 26 539, avec une part relative de 26% au niveau régional et 5,23 au niveau national. En matière d'investissement, celui-ci a atteint le montant en milliers de dirhams, soit 206 997, avec une participation de 6% dans le volume total d'investissement industriel
au niveau de la région et 4,86 au niveau national. Pour l'exportation, leur montant a atteint en milliers de dirhams 2 56 057 avec une part relative de 19,47% du volume des exportations régionales et 14,92% au niveau national. Monsieur le gouverneur de Sa Majesté, honorable assistance, il sort de ce panorama chiffré le positionnement économique fort de ce secteur et apparaît donc la nécessité de son développement à travers le déploiement d'une stratégie en faveur du plan d'accélération industrielle conclu en 2014 et celui au profit du plan de développement des industries agroalimentaires conclu au mois de janvier 2018. Dans la continuité de cette approche, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Marrakech-Safi ambitionne de créer une zone industrielle dédiée au secteur des olives de la région et à l'appui d'un dispositif d'accompagnement en faveur des écosystèmes de l'agroalimentaire au niveau régional. Je ne vais pas m'étaler davantage sur ce sujet et je cède la parole aux éminents intervenants et experts pour mieux réfléchir sur les différents aspects de ce sujet. Merci de votre Bon, c'est vrai, je céderai la parole à M. Zaïd, donc parlementaire de Hamna et vice-président du conseil, vice-président du conseil de la chambre de l'agriculture. Donc, M. Zaïd. شكرا سيدي علي صاحب جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والساده الحضور الكريم. هذا لاغروبول هي الحمد لله واحد المكسب للاقليم والجهه واللي كيفرح بزاف على ان الشركه اللي خداتها هي شركه رائده وطنيا وعندها تجارب ناجحه. اذا ان شاء الله هذا كله غيعمل على الاسراع والاخراج ديالها والنجاح ديالها. بالنسبه للمخطط المغرب الاخضر، هذا المخطط ديال سيدنا الله يسره واللي تسهر عليه وزاره الفلاحه بواحد العمل كبير، واحد النجاح كبير، الانتاج موجود لا اقليميا ولا جهويا. الان ربحنا ولا الحمد لله على الزيتون، والزيتون ربحنا هذه السنه لا في الجوده ولا في السخوه عطى احسن من ديال احسن زيتون في المغرب. جيراننا اللي كانت معروفين بالزيتون صرافنا والزيت كان هذا العام عطاو 20 يطرو في القنطار، ربحنا عطى 24. الليمون الحمد لله وحدنا مراكش ربحنا فيها السردي موجود. كاين بالنسبه للصبار الحمد لله التجارب اللي كاينه الان وزاره الفلاحه صار عليها مع الشركاء ديالها باش يكونوا اصناف اللي غادي تريزيستي لهذا المرض ديال لاكوشني. اذا ان شاء الله عوده ديال هذا المنتوج اللي تعرضت به ارحامنا تاريخيا واللي كانت فيه مجهودات كامله. الحليب كذلك كاين في رحامنا، الدجاج، البيبي، البيض، كاينه منتوجات كثيره اللي يمكن لها كمون واحد العدد كبير ديال المنتوجات لا اقليميا ولا عند الجيران ديالنا في الجهه. اذا المنتوج ها هو كاين اللي خصنا هو التثمين والتصوير، وهذا هو الدور ان شاء الله اللي غتقوم به هذا لاغروبول. وحتى مخطط المغرب الاخضر الان في النسخه ديالو التاليه غادي يركز كثير على هذا الفولي اللي اذا الدعم ان شاء الله غادي يكون موجود باش تنجح هذه المشاريع. انا اليوم جد مسرور بوجود ديال الاخوه معنا الجزائريين والتونسيين. جد مسرور لان بالعمل المشترك ديال المهنيين باش يمكننا نردوا السكه على القطار ويمكننا نفرضوا على السياسيين انهم يعملوا بالمشترك ويفتحوا الحدود، لان كنضيعوا واحد العدد كبير ديال النقط المنتوج الداخلي الخام اليوم
بهذا الاغلاق ديال الحدود بيناتنا وبهذا السنه سميتو. كنتمناو بالعمل المشترك بيناتنا كمهنيين يكونوا قاطره باش ننجحوا في الاقتصاد ديالنا، لان الشعوب كلها كتجمع باش تزيدوا قدام، وهذه فرصه كنشدوا عليهم على يدهم بحراره. وجود ديال الجامعه الطبيعيه معنا اليوم، وهو اي امه ما تقدمت الا بالبحث العلمي، مشكورين وبالبحث العلمي ان شاء الله باش غادي يتقدموا. وان شاء الله كنتمناو الان الجامعه الطبيعيه في الصنيف العالمي هي الاولى وطنيه، ولكن كنتمناو لها تزيد شويه لقدام باش تشرفنا وتشرف هذه المغاربه، وتنتج لنا شباب وشابات اللي يخدموا في هذا ان شاء الله هذه المشاريع بحال هذه ويقودوها، ويكونوا عندهم واحد القابليه وواحد التكوين اللي يخدم سوق العمل. وشكرا. السلام عليكم. Voilà, séance à l'université, au nom de M. le Président et son équipe, pour animer et modérer le débat qui va continuer. Donc, je cède la parole à M. Sidou. Nous sommes de suite. Monsieur le gouverneur de Sa Majesté, Monsieur le Président de l'Université Radarial, Messieurs les présidents responsables des organismes consulaires, je suis très heureux d'engager cette première séance qui porte sur agropole, technopole et clusters agroalimentaires. La question à laquelle on va chercher à répondre, c'est d'abord de quoi s'agit-il? Vous savez, les organismes réticulaires ou résiliaires et répondre à cette nouvelle problématique, celle d'allier à la fois la science, l'industrie, l'initiative entrepreneuriale sont légion. Et une première question à laquelle va chercher à répondre le professeur Hamid Sharif, c'est comment positionner les agropoles par rapport aux autres organisations réticulaires, résiliaires, similaires. Nous allons également, avec le professeur Rassois, voir dans quelle mesure ces agropoles peuvent relever le défi du développement agricole et agro-industriel. Vous savez que le monde est en train de changer à grande vitesse. Le monde a pris acte dernièrement dans le forum de Davos de l'augmentation des inégalités. Les territoires sont menacés de marginalisation. Les territoires doivent défendre leur attractivité. Et on va voir dans quelle mesure les agropoles peuvent bien sûr défendre cette attractivité. Alors sans plus tarder, je vais commencer par donner la parole au professeur Le Sharif, que je remercie vivement d'avoir pris part à cette réflexion. Merci, professeur Le Sharif. Moi, je suis un peu malade. J'ai fait une très difficile. Donc, il est également très agréable de revoir beaucoup d'amis qui sont dans cette salle. Donc, mon propos va s'articuler autour de 3 points. Tout d'abord, une brève rétrospective des thématiques débattues au cours des précédentes rencontres pour positionner les agropoles et aussi pour vous informer. Qui ont été organisés ici à Marrakech, et je remercie tous les amis qui nous ont aidés pour cela, qui nous ont bien reçus. Alors, un clin d'œil à la première réunion qui s'est passée à l'UAB de Rabat. En 2010 déjà, c'était s'inspirer des expériences à vie. Déjà à l'époque, on se posait la question, agropole, qu'est-ce qu'on veut en faire? En 2010, ça fait déjà 8 années. Alors, je vais passer pour positionner, j'ai retenu
Parmi les thèmes débattus, il serait vain de vouloir résumer 12 rentrants, mais j'ai retenu les points les plus importants. Premièrement, une grande confusion, donc une clarification. J'insisterai plus sur ce point. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une planche. Ensuite, la deuxième conclusion de mon rencontre, c'est que les clusters dans les pays du Maghreb, évidemment, c'est une grande opportunité dans les 3 pays, mais il y a beaucoup de contraintes et de préalables, que je vais essayer de résumer rapidement également. Alors, c'est un modèle doublement spécifique. Moi, un collègue, certainement, Madame Fournier, va vous dire que les objectifs des clusters, d'une manière générale, sont spécifiques dans les pays du Maghreb et n'ont pas les mêmes missions, les mêmes objectifs que dans les pays du Nord. Et l'agroalimentaire est également très spécifique. Parce qu'évidemment, le comportement d'un paysan marocain-algérien n'a rien à voir avec les clusters numériques, vous le comprenez aisément. Alors, la quatrième point, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échecs en matière de transfert de technologie et des modèles d'innovation. Je dirais quelques mots là-dessus, parce que là aussi, il y a un grand mythe de l'innovation technologique. Je parle de l'innovation technologique. Et enfin, l'importance de ce qu'a dit un orateur tout à l'heure, c'est l'apprentissage par le benchmark et la capitalisation des expériences et des leçons tirées des échecs. Parce qu'on a beaucoup d'échecs, non seulement au Maghreb, mais dans la plupart des pays en développement et même dans les pays développés. Et ensuite, à partir de cette expérience, on peut construire des bonnes pratiques qui sont adaptées non seulement au pays, mais peut-être même aux régions. Parce que même des régions, il y a des différences. Et enfin, repenser la coopération internationale telle qu'elle est faite maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'effets pervers. Il s'agit de s'approprier toutes ces méthodes et tous ces projets-là. Donc, j'ai essayé de résumer brièvement, mais pour ceux qui s'intéressent, il y a 2 rapports que nous avons déjà publiés. L'un sur les principales questions débattues au dernier forum qui s'est tenu à Mascara, et puis il y a aussi un interview qui détaille toutes ces questions. Alors, comme je l'ai promis, la grande confusion, pourquoi? Parce qu'elles sont remarquables dans tous les pays, et notamment au Maghreb, et donc il y avait des formes d'organisation différentes, des définitions différentes, des objectifs différents, et donc ça crée évidemment, comme vous le comprenez, une grande confusion. Il y a des situations très variables, différentes missions, donc ce concept a géométrie variable. Il y a plusieurs approches disciplinaires, comme vous le savez, hein. L'économie agroalimentaire, l'économie des territoires, etc. Il y a de multiples controverses, on verra tout à l'heure, je n'insiste pas, et aussi des auto-appellations non contrôlées. Tout le monde peut appeler cluster, une normalisation cluster ou technopole. Donc, et les transpositions des modèles aussi construits par des experts du Nord, des fois avec la complicité des organisations internationales, des fois pour leur propre légitimité, etc. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Charles Ross, ce que je disais tout à l'heure, de repenser la coopération. Et puis les formes d'organisation et de mission ont beaucoup évolué, même au cours de ces 10 dernières années. Donc, dans cette partie, je vais être bref. Tout d'abord, rapidement, je vais essayer de faire une typologie pour distinguer tout ce qui est cluster de transfert technologique d'innovation des agropoles, que je traiterai, comme je l'ai dit, dans le deuxième chapitre. Ça, c'est très important de distinguer les deux, bien que souvent, il y a des clusters au sein d'agropoles, comme on le verra tout à l'heure, mais c'est très très différent, comme vous allez voir. Et ensuite, je dirais quelques mots sur les échecs des clusters agroalimentaires. Dans tous les pays en développement, il y a un très fort taux d'échec des clusters. L'ONUDI le reconnaît, d'ailleurs, il y a un bail d'avant, l'ONUDI le reconnaît, l'AFD, tous les organismes le reconnaissent. J'essaierai donc brièvement de développer. C'est très difficile de synthétiser parce qu'il y a. C'est une problématique très, très, très complexe. Donc, dans un troisième point, avec 2 ou 3 planches uniquement, je vais essayer d'identifier les principales difficultés qui expliquent ces échecs. Alors, on essaie de typologie des formes d'organisation. Ça veut dire forme d'organisation territoriale en agroalimentaire. Donc, les filières sont
comme vous le savez, très hétérogène. Donc il y a une grande diversité des formes d'organisation. Alors, il y a plusieurs typologies qui ont été proposées. Hein. Je ne cite pas tous, donc le niveau d'installation, l'intensité, il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé de les classer sur l'intensité de relation, la chronologie des différentes étapes, les missions, etc. Vous avez les références de ces travaux en bas. Alors moi j'ai essayé de faire une typologie dans les pays en développement, en distinguant d'abord ce qu'on appelle les clusters de base, c'est l'amélioration des plus pauvres. Donc ils s'intéressent beaucoup à ça avec le FILA pour essayer d'améliorer les revenus des petits agriculteurs. Ensuite, il y a les industrialisants, c'est-à-dire une mise en relation pour améliorer la productivité et évidemment baisser les coûts. Ensuite, il y a les agropoles qui sont bâtis sur comme on le verra, sur la construction des chaînes de valeur et donc des investissements agro-industriels et pilotage par la base. Le quatrième modèle, c'est les capacités d'apprentissage. On le verra rapidement. C'est les pays asiatiques dans des clusters d'apprentissage. Et enfin, les capacités d'innovation, des clusters d'innovation proprement dit, qui sont basés sur une division internationale des activités collectives. Ça, c'est vraiment l'innovation, si vous voulez, authentique. Alors, si on regroupe rapidement, si vous voulez, les trois premiers, l'objectif, c'est améliorer l'existant et l'efficacité collective. Comment des entreprises qui existent déjà vont avoir des actions collectives pour améliorer leur productivité. Ensuite, ça, c'est les gains de productivité pour nos pays sont très très importants parce que les filières ne sont pas bien structurées. Et donc, il y a des gains de productivité très très importants, y compris, comme vous le voyez, les agropoles. Cela, c'est une autre problématique. Ça, c'est le transfert de technologie, l'appropriation des savoirs qui existent déjà pour pouvoir faire l'innovation. J'insiste, je parle d'innovation technologique. Je suis un industrie alimentaire, je vais faire ici produire. Il faut que je maîtrise la technologie et même je peux l'exporter, comme le font les Chinois. Vous savez, les Chinois maintenant, ils ont fait du mimétisme. Maintenant, 33% des exportations chinoises sont de haute technologie parce qu'ils ont une stratégie pour cela. Ils ont dépassé la France. La France exporte moins. Il y a une stratégie pour cela. La question qu'on se pose, je ne vois plus encore, la question. Ça y est, je suis guéri. La question qu'on se pose, est-ce que ceux qui viennent faire des politiques d'innovation mettent vraiment ces politiques en marche? Ou bien veut-on faire de l'innovation avec d'autres voies, mais ce n'est pas très clair. Parce que les politiques d'innovation sont très connues, mais il y a les pays asiatiques, mais il y a les Brics, il y a les Brésil, qui ont réussi à maîtriser vraiment le transfert technologique. J'ai assisté à un séminaire dernièrement où un responsable de coopération me dit que le transfert technologique s'est dépassé, maintenant c'est innovant ensemble. Je vous laisse méditer sur innovant ensemble. Bon. Donc, ce qui nous intéresse, les agropoles, c'est le modèle numéro 3. Mais pour qu'on soit très clair. Maintenant, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cluster peut faire partie d'un agropole. C'est ça la complexité de l'affaire. La FAO propose qu'il y ait ce qu'on appelle des noyaux d'entreprise et des clusters qui peuvent être situés dans un agropole. Alors, comme je l'ai promis, voilà le transfert technologique. Les pays asiatiques, comme je viens de le dire, je vais vite parce que je l'ai dit, c'est des politiques intensives d'apprentissage pour rattraper les pays développés, pour faire une véritable innovation locale. Donc il y a un processus très important d'imitation, d'apprentissage, d'absorption pour faire ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. L'ingénierie inverse, c'est comment démonter un équipement ou un produit pour le faire différent, en l'améliorant et en développant et en l'exportant. Les Chinois, par exemple, ils font du chantage. Vous avez le marché quand vous donnez la technologie. C'est connu. Bon, les pays européens les traitent de pilleurs, de pillage technologique. Ils ont raison. Et il faut qu'ils s'approprient la technologie. Donc, ces pays créent et exportent la technologie maintenant. Alors, 3 conclusions. Beaucoup de choses à dire, mais j'essaie de résumer. C'est que l'expérience des pays émergents, et notamment asiatiques, est plus riche en enseignement que pour les pays du Maghreb et d'Afrique. Donc l'intérêt, ça c'est pas moi qui le dis, mais je l'ai compris
par mon expérience, si vous voulez, c'est que l'intérêt n'est pas, il y a beaucoup d'auteurs dans le terrain qui le constatent, l'intérêt n'est pas de créer de nouvelles innovations, mais de s'approprier, de diffuser les technologies importantes. Je suis toujours, je n'ai pas terminé l'aspect d'innovation, je suis dans l'innovation. Hein. Donc, et troisièmement, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire de l'innovation sans mettre en œuvre ces politiques? Je ne réponds pas. Vous avez deviné peut-être ma pensée. Est-ce qu'on peut faire vraiment de l'innovation sans mettre les moyens comme ont fait les Chinois ou les Brésiliens ou l'Inde, par exemple? Ça, c'est une question. Donc, troisième point, comme je l'ai dit, c'est l'école de l'université. Je vais passer vite là, pour ne pas dépasser, le temps imparti. Donc, il s'agit de mettre en œuvre des expériences. Attention, chez nous, au Maghreb et même en France, l'échec c'est négatif. Pour les Américains, l'échec c'est bien, parce qu'on apprend plus. On apprend plus, on apprend beaucoup plus avec les échecs qu'avec les réussites. Donc, alors, le premier point faible, si vous voulez, c'est en général, je peux dire, rarement c'est l'inverse. C'est des clusters top-down, c'est-à-dire le ministère s'entend avec un bureau d'études étrangers, ou une organisation, il fera le modèle, après il va le proposer. Hein. Donc, évidemment, les clusters, ce qu'on appelle volontaristes, sont très difficiles. Mais les spontanés, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a déjà des entreprises qui se sont vendues et qui travaillent. Moi, je le dis souvent, j'ai visité Aïcha Meknes, il a fait un pôle sans le savoir. Hein. Puisqu'il a, Abidar peut le dire, le collègue Abidar à la Ménade Meknes, le président d'Aïcha a contacté les collègues de l'ENA pour aider les agriculteurs à aider leur plantation et ils ont fait un contrat avec Aïcha. Il a fait ça sur plusieurs filières, donc il l'a fait. C'est vraiment un cluster, si vous voulez, spontané, sans qu'il le sache. Hein. Donc le croisonnement des politiques sectorielles, je passe, vous savez, je survois rapidement quel transparent, si vous le saurez, je préfère passer vite parce que je résume. Et vous pouvez le dire après. Donc, absence d'études de faisabilité et de positionnement, mais il y a beaucoup d'études, mais sans rien adapter. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce. C'est un véritable paradoxe. Hein. On pourrait en parler de ces études, comment elles sont faites. Elles ne sont pas faites dans les règles de l'art. C'est clair. Je peux le dire au Maroc, en Algérie, entre nous, dans les trois pays, hein. Elles ne sont pas faites comme dans les règles de l'art. Je peux vous donner des exemples. Mon ami, le Thiba Kesbi, si vous connaissez, on en a beaucoup parlé, n'est-ce pas? Hein, sur le bureau McKinsey, la Banque mondiale, il a même porté plainte. Bon, pas ça. Donc, souvent, une mauvaise connaissance de la véritable nature de ça, ce qui est difficile, hein, pour vous dire. Parce que, comme disait, le bien connu est mal connu parce qu'il est bien connu. Parce que les gens pensent savoir ce que c'est. C'est incroyable dans les rues. Alors, on vous dit non, c'est ça. Alors que c'est pas. Et quand c'était une coopérative, c'était une entreprise d'État, il y a beaucoup de confusion. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain. Il y a beaucoup de confusion sur les acteurs. Surtout s'ils sont agriculteurs ou des paysans qui ne connaissent pas du tout la notion, c'est très difficile. Il y a beaucoup de confusion. Bon, tiens, j'ai vu, moi, sur le terrain, j'ai vu des enquêteurs, vous avez fait sur le cluster, qui ne savent pas ce que c'est, et des producteurs qui ne savent pas ce que c'est, et ils discutent, ils remplissent le formulaire. Je l'ai vu, je l'ai constaté sur le terrain, pour vous dire. Donc les acteurs en général sont engagés, ils ont des relations historiques. Donc ils résolvent leurs problèmes, aussi bien à l'échelle nationale, qu'à l'échelle internationale. Ils disent oui, mais après il ne vient pas. Et puis la méfiance des acteurs, évidemment, entre entreprises, entre chercheurs, etc. Et le manque de personnel qualifié, c'est clair, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Chose à dire sur les qualifiés. Et là, comme je l'ai dit, pas d'âge. Pour la coopération internationale, il n'y a pas de pérennité. Souvent, j'ai vu des études quand les experts internationaux partent, ou bien quand le financement se termine, hein, le projet est évanescent. Quand je ferme les portes, on a beaucoup en Tunisie, les clusters, qui ferment dès que le financement, même en Algérie, ne vous inquiétez pas, même au Maroc, une fois que le financement est terminé, les experts partent et il ne reste plus rien.
Moi, je sais pourquoi, mais bon, je ne peux pas vous le dire. Si vous me posez la question, je vous le dis. Donc il y a les effets pervers, alors les effets d'Opel, de Bachalet, HubSpot, etc. Parce que les gens, souvent, n'attendent que les financements, évidemment, vous le savez, l'absence de pérennité, donc de transfert, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de mécanisme de concertation entre les différentes institutions. Moi, j'ai vu une région où il y avait 5 ou 6, l'ONG, le FIDA, la Banque mondiale, ils étaient avec le même projet, il n'y avait aucun contact. Donc, sur les mêmes filières. Là aussi, je l'ai vu en Jordanie, je l'ai vu en Tunisie, dans beaucoup de pays. Donc, il y a aussi les organisations internationales. Parce que, par exemple, pour la première de croissance, on le verra tout à l'heure, les zones de transformation, etc. Ici, je passe au deuxième point, pardon, je vais aller trop vite. Donc, pour la deuxième partie, je vais traiter d'abord pour clarifier la notion de concept avec un bref panorama. Comme je vous dis, il y a une histoire remarquable. Donc, plusieurs dénominations, mais je vais retenir uniquement celle de la BAD, Banque africaine de développement, et celle de la FAO. Parce que vous avez la définition de l'ONG, de l'AFD, de la Banque mondiale, on ne s'en sortirait pas. Donc, il y a 2000 qui forment, mais avec des combinaisons variables. Donc, c'est pour ça que il n'y en a pas de qui se ressemblent. C'est ça la difficulté. Donc, selon le type de filière, selon le type d'agriculture, ça va être formidable de grande exploitation, les surfaces retenues. En Afrique, il y a des milliers d'hectares, comme on le verra. Les relations entre les acteurs, les organismes navals, c'est privé, public, grande entreprise, petite, etc. Donc, pour la BAD, vous voyez, je vais vite, comme je l'ai dit, je ne dis pas que le transparent quand même. Donc, pour la BAD, évidemment, sont axés sur l'agriculture. Ce n'est pas des points sont axés sur l'agriculture, ce n'est pas des points uniquement industrie alimentaire. Donc, ils veulent l'intégration de toute la filière, comme vous le voyez, de certains produits à la source en bas. Alors, mais s'inscrit dans un cadre de nombreuses initiatives avant. La BAD n'a fait que, comme toujours, suivre le rythme des organisations internationales, même s'ils ne le disent pas. Donc en 2004, il y a l'appel de la Révolution verte au VNN, de 2006, la Révolution verte en Afrique, AGRA, avec les fondations, et les pays ont suivi. Évidemment, tout ça, c'est des financements. Nouvelle vision de l'agriculture, je le dis vite, du Forum économique mondial, qui a déjà insisté sur l'investissement privé, bien avant la BAD. La BAD, c'est en 2015, c'est récent. 2010, le développement de l'agro-business, des agro-industries, par l'ONG, FAO, BAD, ils se sont tous réunis pour décider ça. Vous voyez que ça vient de loin. Gros Africa, c'est les plus importants ceux-là. C'est des investissements secteur privé également. La nouvelle alliance, ça c'est très important, c'est là où il y a plus de financement. La nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire qu'on va appeler NASAM, pour aller vite. Donc là, vous voyez, le G8, l'Union africaine, le NEPAD, les plans de développement de l'agriculture, des pays, etc., ainsi que des entreprises. C'est une révolution verte. On a déjà vu la révolution verte des années 60, comme on le verra, et les entreprises. Donc voilà juste une image pour vous dire qu'il y a tous les pays, il y a les deux là. Gros Africa et la Nouvelle Alliance qui ont investi dans tous ces pays. C'est ça les effets d'aubaine, si vous voulez. Alors la FAO, maintenant je passe à la FAO rapidement. Si vous voulez, la FAO elle a 5 options d'investissement. Les couloirs. On va voir rapidement pour développer l'agro-industrie. Les investissements dans l'agro-industrie, c'est le même principe que la BAD et l'économie rurale. Donc voilà un petit schéma pour résumer. Si vous voulez, ça va une zone géographique toute petite, une vaste zone. Le prédominance de gestion, c'est le secteur privé ou bien l'État. Vous le voyez. Pour bien schématiser, clairement, il ne m'a pas donné des définitions écrites, c'est plus simple comme ça. Il y a des coûteuses donc, les couveuses, les parcs industriels, noyaux et les couloirs qui peuvent atteindre des milliers de kilomètres, comme on le verra. Et puis, ici, il y a les zones économiques spéciales. C'est une zone franche, si vous voulez. On peut battre
c'est ce que voulait faire M. Becaria au début, quand il était président de la zone franche, il voulait mettre le technopole dans la zone franche. Et donc il a tous les avantages en plus de la zone franche. Donc vous voyez un peu, je passe vite, hein, pour les résumer en annexe dans les définitions écrites. Et donc voilà, ça c'est quelques poubelles sur les pépinières, vous savez ce que c'est, centaines de carrés, hectares. Ici c'est des milliers de kilomètres. Hein. C'est ça la définition, si vous voulez, résumée de la FAO. Et donc, souvent possible, je l'ai dit déjà, on peut combiner des couveuses dans les zones, etc. Donc, c'est pour ça, c'est la géométrie variable. Voilà, par exemple, le projet de corridor Abidjan-Lagos. Il a 1, 2, 3, 4, 5 pays. Hein. Bon, je ne sais pas comment j'allais faire un commentaire, c'est pas faire, même s'il n'y a pas la bande ici. Mais enfin, alors, le troisième dernier partie, pour ne pas vous embêter. Alors, pendant 6 mois passent, moi, je réponds pas. Hein. Je ne sais pas répondre à cette question. Franchement, je ne sais pas répondre. Mais beaucoup d'observateurs la posent. Vous voyez, les points de croissance, entre mots, panacée au beau, en grands espoirs, il y a plein de... Hein, dans les revanches, le concept porte vraiment un débat. Les agropoles, une panacée pour l'agriculture, donc ils en passent. Hein. Vous allez sur Internet, il y a beaucoup d'organisations qui se posent la question toujours. Hein. 15 ans après, on se pose toujours la question. C'est merveilleux quand même. 15 ans après, on se pose toujours des questions. Alors pour les responsables politiques, les pays africains, les organisations internationales, etc., c'est une composante importante de la stratégie pour nourrir l'Afrique. Le président même de la BAC, qui dit qu'il l'Afrique va non seulement s'alimenter, mais exporter. Ça c'est merveilleux, hein. Enfin, donc voilà, mais la BAC mise sur les agropoles pour transformer l'agriculture africaine. Le développement de l'agriculture africaine tributaire des zones, et j'en passe. Le fil en or, le futur agricole, j'en passe, parce que sinon je peux passer la journée avec Internet, le revue de presse, vous la faites facilement. Par contre, il y a un grand nombre d'organisations paysannes, producteurs, la société civile,